L'objectif est double aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Connaître le nouveau rôle du philosophe des Lumières dans la société du XVIIIe siècle, et ensuite établir le lien entre les nouvelles idées des Lumières et la Révolution française. Les 6 points, là, vous pouvez voir, ils sont affichés, et commençons par le philosophe homme d'expérience. Les philosophes du XVIIIe siècle mettent l'accent sur l'observation et l'expérience. Ils refusent d'accepter une idée, qu'elle soit morale ou scientifique, si elle n'est pas passée au crible de l'observation et de l'expérience. Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières, alors que le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit. Il croit que la maxime existe, pour ainsi dire, par elle-même, alors que l'esprit philosophique est donc un esprit d'observation et de justesse, qui rapporte tout à ses véritables principes. Autrement dit, Dumarsais, dans l'article philosophe dans l'encyclopédie, considère que l'être humain raisonnable, à savoir le philosophe, quand il veut croire en quelque chose, il doit aller chercher les principes fondateurs, les causes. Et pour cela, il va se baser sur l'observation et sur l'expérimentation. Dans le même sens, nous allons trouver Diderot, qui écrit dans ses pensées sur l'interprétation de la nature, en 1754, nous avons 3 moyens principaux: l'observation de la nature, la réflexion et l'expérience. L'observation, elle recueille les faits, la réflexion, elle les combine, et l'expérience va vérifier le résultat de la combinaison. Autrement dit, la science, elle va commencer par observer la nature, par exemple une pomme qui tombe, pourquoi elle tombe au lieu de voler. Je vais réfléchir et je vais voir est-ce qu'il y a d'autres théorèmes ou de théories qui expliquent pourquoi la pomme tombe, et je vais expérimenter. Je vais prendre différents objets, je vais les laisser tomber, et s'ils tombent par terre, je peux conclure à une vérité, comme quoi il y a quelque chose qui attire les objets vers le sol. Et c'est là où on parle de gravité terrestre. Et enfin, il faut que l'observation de la nature soit assidue, que la réflexion soit profonde et que l'expérience soit exacte. Pour Diderot, cette approche doit être quelque chose de pérenne, de continu, d'itératif. Toujours dans cette même veine, nul ne peut fixer les limites aux observations et aux expériences de l'homme. Et ça, c'est une citation assez intéressante, même un peu science-fiction. L'art de voler ne fait encore que de naître. Il se perfectionnera et quelques jours, on ira jusqu'à la Lune. Ça a été écrit par Fontenelle en 1686. Imaginez quelqu'un qui écrit en 1686, alors que l'être humain à l'époque n'avait pas encore trouvé le moyen de voler. Qui écrit que grâce à la science, grâce à cette démarche qu'on vient de voir, à savoir l'observation de la nature, la réflexion, l'expérience, grâce à cette démarche scientifique, tout est permis. L'être humain peut trouver des solutions impossibles aujourd'hui, mais peut trouver des solutions dans un proche avenir. Et ce qu'a écrit Fontenelle en 1686, relevé de la science-fiction, relevé de l'imaginaire, de la chimère, il s'est réalisé quelques siècles plus tard. Deuxième point majeur qu'on va voir aujourd'hui, le philosophe et les arts. Quelle est la relation que va entretenir le philosophe avec les arts? À savoir le théâtre, entre autres, la peinture, la danse, l'architecture. Pour le philosophe du XVIIIe siècle, il faut qu'il profite de tout ce que l'industrie et le commerce lui offrent. Et là, ça rejoint l'idée défendue par Voltaire quand il parle, quand il évoque le bonheur. Autrement dit, le philosophe doit profiter de toutes les commodités qu'offrent les arts de l'époque. Et là, regardez Voltaire qui s'écrit: les arts adoucissent les esprits en les éclairant. Ici, Voltaire, il est en train de dire que les arts, ce n'est pas simplement pour plaire, ce n'est pas simplement pour séduire, c'est également pour adoucir. Autrement dit, ils ont un rôle éducatif.
Rousseau en 1755, plutôt Voltaire écrit à Rousseau en 1755, les lettres nourrissent l'âme, la rectifient et la consolent. Autrement dit, c'est important ici, s'il vous plaît, de souligner une idée assez intéressante, et c'est même une idée nouvelle à l'époque, c'est que le fait d'éduquer, d'éclairer, d'instruire, c'était un rôle qui incombait à la religion, habituellement. Et au XVIIIe siècle, les philosophes de lumière, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'écarter la religion et la remplacer par les arts et les lettres. Et pour eux, ce sont les arts et les lettres qui vont avoir ces fonctions spirituelles, moralisatrices et consolatrices. Alors que, traditionnellement, c'était la religion qui avait ce rôle ou cette fonction pour les fidèles. On va passer maintenant au sixième point, le philosophe, homme social. Les écrivains du XVIIIe siècle voulaient défendre une nouvelle conception du philosophe et en même temps promouvoir une nouvelle image. Ils ne veulent plus que le philosophe soit considéré comme un penseur, comme un intellectuel qui se retire de la société pour pouvoir méditer, pour pouvoir produire, et loin du tumulte de la population. Non, les philosophes de lumière considèrent que le philosophe, c'est quelqu'un de sociable. La sociabilité est dans l'homme un sentiment naturel. Autrement dit, l'être humain, il a besoin des autres. L'être humain, il est sociable naturellement. L'homme est sociable parce qu'il aime le bien-être et se plaît dans un état de sécurité. Tout prouve à l'homme que la vie sociale lui est avantageuse. L'habitude s'y attache et il se trouve malheureux dès qu'il est privé de l'assistance de ses semblables. Voilà le vrai principe de la sociabilité. D'Holbach, de la politique naturelle, 1773. Et le philosophe, pour les Lumières, est un être normal, un citoyen parmi tant d'autres, et il a l'obligation de vivre en bonne intelligence avec ses semblables. Et on va trouver la même idée chez Dumarsais, article philosophe de l'encyclopédie. Notre philosophe, c'est notre philosophe, celui des Lumières, par opposition au philosophe un petit peu traditionnel. Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde. Il ne croit point être en pays ennemi. Il veut jouir en sage économe des biens que la nature lui offre. Il veut trouver du plaisir avec les autres. Deux idées principales. Le philosophe du XVIIIe, c'est quelqu'un qui profite de tout ce que l'économie, tout ce que l'industrie, le commerce lui offrent. Autrement dit, c'est quelqu'un qui profite des plaisirs de la vie. Deuxième idée, c'est quelqu'un qui a besoin des autres et il vit avec et pour les autres. Maintenant, nous allons passer au septième point. Le philosophe utilise la société. L'individu, comme il ne peut pas vivre seul, il a besoin de vivre en société, il doit en même temps se rendre utile. On n'a pas besoin d'un philosophe qui vit en retraite, un philosophe isolé des autres, et en même temps un philosophe qui ne produit pas, qui est un fardeau pour les autres. Au contraire, le philosophe doit être quelqu'un qui vit avec les autres, et bien sûr il est utile. Comment? Il est utile par ses idées, il est utile en participant à l'éducation des autres, à l'instruction de ses semblables, en apportant des idées qui peuvent concourir à son bonheur. Et regardez ce que Dumarsais écrit dans article philosophe de l'encyclopédie. Il veut trouver du plaisir avec les autres et pour en trouver il faut faire. C'est un autre homme qui veut plaire et se rendre utile. D'Alembert, dans Éléments de philosophie, résume et synthétise cette idée d'utilité. Tout y est établi sur une seule vérité, de fait mais incontestable, sur le besoin mutuel que les hommes ont les uns des autres et sur le devoir réciproque que ce besoin leur impose. Autrement dit, vivre en bonne intelligence et se rendre utile, bien sûr, en contrepartie, compter sur les autres. Le huitième point, les philosophes de lumière proposent un nouveau héros, le bourgeois. Ici, à peu près
la majorité des philosophes de lumière s'accordent à rejeter le héros issu de la tragédie, ce héros qui se bat contre les dieux et les demi-dieux, qui se bat contre le destin, et autrement dit, un homme qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus de la norme, et qui va trouver ses adversaires dans les divinités, le destin, ou parfois les aléas de la nature. Il rejette également le héros issu de l'aristocratie. Ce héros qui, à la recherche de l'amour, ce héros qui se prélasse tout simplement parce qu'il ne travaille pas, parce que dans l'aristocratie du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, l'aristocrate, c'est quelqu'un qui fait travailler les autres et il vit uniquement dans le plaisir et dans la félicité que lui offre le luxe et la luxure. Au contraire, pour les philosophes de lumière, le nouveau héros à propulser, à défendre, c'est le bourgeois. Pourquoi? Parce qu'il est utile à ses concitoyens, il travaille, il produit, c'est un artisan, un commerçant, un négociant, c'est quelqu'un qui vit grâce à son travail. Et là, les philosophes de lumière vont promouvoir de nouvelles idées bourgeoises, à savoir la valeur du travail, la valeur des activités sociales, telles que les professions libérales, l'artisanat, l'agriculture ou autres. Et dans la même logique, on peut dire « Permettez-moi de vous dire que nous autres, marchands », là il parle bien sûr au nom des bourgeois, « nous sommes aussi honorables et presque aussi utiles que vous autres terriens ». Là il parle des aristocrates, les nobles qui tirent leur fortune de la terre. Et presque aussi utiles que vous autres terriens, qui toujours vous êtes considérés tellement au-dessus de nous, qu'en savoir, en bonne manière, en jugement, le marchand l'a emporté sur bien des nobles. Il l'a emporté comment? Par son utilité. C'est quelqu'un qui est utile à ses semblables par son travail. Alors que le noble, qu'est-ce qu'il fait? Ou l'aristocrate, il profite de ses titres, il profite des largesses du roi qui lui a attribué des terres, et il profite du travail des métayers et des serviteurs qui travaillent à sa place les terres et lui apportent un tribut chaque année. Autrement dit, le noble n'est pas utile parce que c'est un parasite qui profite du travail des autres. Alors que le bourgeois, c'est quelqu'un qui est dans le don de soi, qui est utile pour ses semblables. Neuvième et dernier point qu'on va traiter aujourd'hui, le philosophe homme d'action. Pour les Lumières, pour les écrivains, les intellectuels, les philosophes des Lumières, pour eux, un philosophe, quand il écrit, quand il publie, il ne doit pas le faire juste pour plaire, juste pour débattre, juste pour pouvoir approfondir une pensée. Il faut qu'il puisse être habité par cette idée qu'on doit changer les choses. Ça veut dire quoi les choses ici? On doit changer le système politique, le système économique, le système éducatif, nos mœurs, notre manière de réfléchir. Tout ça pour que la majorité, pour ne pas dire tous et toutes, puissent tendre vers le bonheur. Et dans ce cas-là, les philosophes avaient pour vocation l'action, une participation à la vie sociale et politique. Ils ne se contentaient pas de se satisfaire des plaisirs, de la sociabilité, du luxe, des commodités. Non, non. Que ce soit Voltaire, Diderot, d'Alembert, pour eux, l'homme est né pour l'action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas. Autrement dit, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui va essayer de rayonner pour pouvoir participer à l'évolution de la société. Et ces philosophes, pour toucher l'opinion, ils vont utiliser tous les moyens possibles de l'époque. D'abord, les genres littéraires. Ils vont utiliser le roman, le conte philosophique, le drame bourgeois, les traités philosophiques sérieux, les traités politiques, les périodiques, les gazettes,
Les publications clandestines, même certains auteurs vont, comme ils étaient victimes de la censure, vont utiliser carrément des écrits clandestins, parfois imprimés en France, parfois imprimés en dehors de la France, la Hollande, entre autres. Ils vont utiliser l'encyclopédie, qui va être publiée sur plusieurs années pour un petit peu vulgariser les découvertes scientifiques et les nouvelles idées des Lumières. Et ils vont utiliser aussi des pratiques sociales, telles que les salons littéraires et les cafés. D'ailleurs, deux thèmes qu'on va traiter dans la prochaine séance, les moyens de diffusion des Lumières. Ces philosophes vont utiliser tous ces moyens, qu'ils soient les publications ou que ce soit les pratiques sociales. Pourquoi? Pour participer à une évolution pacifique vers plus de lumière. C'est-à-dire quoi plus de lumière? Pour qu'elle puisse faire reculer les ténèbres de la religion, pour faire reculer les ténèbres des superstitions, pour faire reculer les ténèbres de l'intolérance, des griefs et du rejet de l'autre religion. Tout ça, pour eux, c'était capital. Ces philosophes souhaitaient une révolution aussi dans les mœurs, que les Français changent de mœurs, de manière de faire, de s'éloigner de ce qui est superficiel, de ce qui est idée reçue, pour aller vers l'essentiel. Par exemple, Rousseau voulait absolument que les aristocrates et la bourgeoisie puissent s'occuper de l'éducation de leurs enfants, alors que dans l'aristocratie, l'éducation des enfants était sous-traitée à la gouvernante, en nounou. Et lui, il défendait l'idée qu'il faut que les Françaises changent de mœurs et que les Français s'occupent de l'éducation des enfants, parce que ce n'était pas quelque chose de rabaissant, ce n'était pas quelque chose de trivial, au contraire, c'était noble de s'occuper de l'éducation des enfants. D'ailleurs, c'est l'idée principale qu'ils défendent dans l'Émile. Et l'esprit philosophique résidait avec éclat dans ce petit nombre de gens. Il répandra, pour ainsi dire, ses influences sur tout le corps de l'État. Ici, c'est important de souligner l'idée de Chevalier de Jaucourt dans l'article Esprit philosophique de l'encyclopédie. L'esprit philosophique, grâce à ces philosophes, grâce à ces écrivains, grâce à ces dramaturges, poètes, qu'est-ce qu'il espère, lui? Que ces idées vont se répandre, de sortir de ces salons, sortir de ces cafés littéraires, sortir de ces jardins publics où les gazettes étaient lues, que ces idées ne soient pas enfermées dans les livres, dans les écrits philosophiques, que tout simplement ces idées ne soient pas enfermées dans une caste de privilégiés dans les grandes villes françaises. Il espérait, Chevalier de Jaucourt, que ces idées puissent se propager, qu'ils puissent voyager à travers la France, que ces idées puissent descendre du haut vers le bas, de la bourgeoisie intellectuelle, des philosophes de Paris de l'époque, à savoir Rousseau, Montesquieu, d'Holbach, Voltaire, et qu'elles descendent vers le bas, vers le peuple, par différents moyens. Quand je dis différents moyens, pas nécessairement à travers la lecture, à travers un petit peu le transfert oral. Et une fois que ce transfert de nouvelles idées vont se propager, les gens vont être conscients que l'Église les a exploités pendant des siècles, que l'absolutisme de Louis XV et de Louis XVI ne se justifie pas. Autrement dit, ce n'est pas le peuple qui doit être au service du roi, mais c'est le roi qui doit être au service du peuple. Que les superstitions sont des idées reçues qui n'ont jamais été remises en question. Que l'intolérance n'avait pas lieu d'être. Alors tout ça, ce sont des idées, pour Jaucourt, doivent se propager. Et s'ils se propagent, le peuple va peu à peu participer à son émancipation. Il va tout simplement être plus libre et par là même, il va concourir à chercher son propre bonheur dans l'équilibre, dans l'utilité les uns par rapport aux autres et surtout dans la tolérance. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Je vais vous retrouver bientôt pour la séance 9, où on va voir
les moyens de diffusion qui ont permis aux philosophes de lumière de propager leurs idées. Et cette propagation, cette diffusion va préparer les esprits des Français peu à peu à passer d'un régime totalitaire, absolutiste, vers un régime républicain, et ça par le biais de la Révolution française qui a eu lieu en 1789. Merci.